Et bonjour les anatomistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à une longue série de vidéos sur l'étude de la pharmacologie. Et aujourd'hui, plus précisément, comme vous pouvez le voir, nous allons étudier la pharmacodynamie. Alors au sommaire de cette vidéo, on va redonner quelques définitions, on va bien différencier la pharmacocinétique de la pharmacodynamie. Ensuite, nous allons étudier la distribution, à savoir le devenir d'un médicament dans l'organisme. Ensuite, nous étudierons le mécanisme d'action propre à la pharmacodynamie. Nous allons étudier la relation dose-effet, notamment nous allons analyser des graphiques, nous allons parler de l'affinité et d'autres paramètres pharmacodynamiques de la liaison du médicament et du récepteur. Et nous terminerons cette vidéo sur l'étude de la marge thérapeutique, de la notion de marge étroite et de la toxicologie des principes actifs. Alors je me présente, je m'appelle Pierre, je suis préparateur sportif de formation et de métier, je suis également étudiant en kinésithérapie. Cela me permet de faire un disclaimer, je ne suis ni médecin, ni pharmacien, ni professeur en université, et donc vous regardez cette vidéo en conséquence. Alors la pharmacocinétique, nous l'avons déjà étudié, c'est ce que fait l'organisme à un médicament. Depuis son administration jusqu'à son élimination, on se souvient du processus ADM. Absorption, distribution, métabolisation, excrétion, élimination. Donc c'est ce que fait le système biologique, l'organisme à un médicament. En pharmacocinétique, on va étudier la relation qu'il existe entre la dose et la concentration. En pharmacodynamie, on va étudier ce que fait le médicament au système biologique, à l'organisme. Ici, on va étudier la relation qu'il existe entre la dose et l'effet. D'accord? Donc la pharmacocinétique, ce que fait l'organisme à un médicament, et la pharmacodynamie, ce que fait le médicament au système biologique, à l'organisme. Alors plus précisément, la pharmacodynamie, qu'est-ce que c'est? C'est une partie de la pharmacologie, oui, qui a pour objet l'étude de l'action exercée par les médicaments sur le système biologique, nous l'avons vu. Et donc la pharmacodynamie va apporter des études détaillées de l'interaction entre la substance active et sa cible thérapeutique. Et elle va décrire les propriétés d'un médicament tels que ses effets thérapeutiques, ses effets secondaires, le lieu où le médicament va agir dans l'organisme, mais également différents mécanismes d'action et différents effets biochimiques, physiologiques, moléculaires de ces 10 médicaments dans l'organisme. Et notamment, on va pouvoir également analyser la liaison du médicament sur son récepteur. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. On va étudier aussi l'effet de cette liaison et les interactions chimiques. Alors, le devenir d'un médicament dans l'organisme. On va surtout parler de distribution ici. Donc, le sang, il joue le rôle d'un véhicule de transport par le plasma, les hématiers et les protéines circulantes susceptibles de fixer la substance médicamenteuse. On parle alors de fixation de protéines plasmatiques et cette fixation est réversible. Ici, donc, vous avez la protéine plasmatique libre, le médicament libre, ce complexe médicament à protéines dans la circulation systémique. D'accord? Donc ici, vous voyez cette liaison qui peut être réversible. Il existe un nombre important de protéines plasmatiques. Les principales sont l'albumine, l'alpha-1 glycoprotéine, acide et les lipoprotéines. Et la liaison du médicament et de la protéine va dépendre de plusieurs facteurs. Premier facteur, c'est l'affinité du médicament pour les sites de liaison. Deuxième facteur, c'est le nombre de sites de liaison disponibles. Troisième facteur, c'est la concentration du médicament. Voilà, ici vous retrouvez les trois facteurs, la concentration libre du médicament, son affinité par rapport au site de fixation sur les protéines, et enfin la concentration protéique. Alors la quantité de protéines disponibles pour la fixation peut varier en fonction de l'état physiologique et pathologique d'un individu, notamment avec l'hypoalbuminémie. Alors l'hypoalbuminémie est un signe médical dans lequel le taux d'albumine dans le sang est anormalement bas. Alors depuis le site d'entrée et après résorption, le médicament est distribué, nous l'avons vu, dans la circulation systémique. Les substances sont transportées par le sang dans les différents tissus de l'organisme. On résume sous le terme de distribution
le transport du médicament au niveau sanguin, ce qu'on appelle la phase plasmatique, puis sa diffusion dans les tissus. C'est ce qu'on appelle la phase tissulaire. Notons ici que seul le médicament libre est pharmacologiquement actif. On perçoit alors toute l'importance de cette étape de distribution dans le devenir du médicament dans l'organisme. La forme libre du médicament est responsable de l'effet pharmacodynamique. Alors, qu'est-ce que le mécanisme d'action de la pharmacodynamie? Donc, le mécanisme d'action est la façon dont le médicament agit, avec quels composants il se lie et quels changements il produit. L'effet du médicament est la conséquence de ces modifications apportées au tissu cible. Alors, différents mécanismes d'action peuvent être utilisés pour le même effet, et également un mécanisme d'action unique permet d'obtenir des effets différents selon qu'ils agissent sur les mêmes cibles pharmacologiques de différents tissus. La substance active quitte le système sanguin pour diffuser jusqu'au site d'action dans l'organe cible. Et nous allons pouvoir observer une liaison. Mais par quoi est assurée cette liaison? Elle est assurée par différents mécanismes, différents récepteurs. Donc ici, vous avez le médicament, vous avez le récepteur. Nous allons voir qu'il y a différents mécanismes, différents récepteurs. Ici, on a le couplage qui va induire une transduction intracellulaire, la réponse biologique et donc l'effet physiologique désiré. Donc, la liaison est assurée par divers mécanismes et récepteurs, au niveau de la membrane plasmique, mais également d'enzymes, de systèmes de transport ou d'agents pathogènes. Il y a plusieurs récepteurs selon la localisation et la structure. Alors, un récepteur, qu'est-ce que c'est? Un récepteur, c'est une molécule protéique avec laquelle le médicament interagit sélectivement et qui va produire un effet. Donc, l'activation du récepteur du médicament va entraîner l'activation de systèmes effecteurs, avec des protéines effectives, ou effectrices, et des messagers intracellulaires. Alors ici, on va considérer que c'est notre médicament qui vient se lier au récepteur membranaire, d'accord, sur la membrane de la cellule. Ici, donc, vous avez le cytoplasme, le noyau, etc. Et donc, on va avoir la production d'un second messager qui va activer les protéines effectrices et qui va engendrer une réponse cellulaire et donc une réponse physiologique. Donc, la liaison est assurée par divers mécanismes. Donc, on va retrouver ce qu'on appelle des actions non spécifiques. Par exemple, un poison et un antidote. L'antidote va se lier chimiquement à la toxine. On pourra également observer un phénomène d'union à l'ADN en empêchant la division cellulaire. Ça, c'est ce qu'on appellera une action non spécifique. On va également observer des récepteurs pharmacologiques. Dans les cellules, les principes actifs, vous le voyez ici, vont adhérer de différentes façons, avec le cytoplasme, avec le noyau, etc. Ensuite, nous aurons une action avec des anticorps spécifiques qui va donc provoquer une réaction immunitaire. On va pouvoir observer une synthèse de molécules qui se lient avec celles qui sont exprimées en abondance dans certaines maladies en les inhibant. Et on va pouvoir retrouver également la thérapie génique. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est une stratégie thérapeutique qui consiste à faire pénétrer des gènes dans les cellules ou les tissus d'un individu pour traiter une maladie. Et donc, dans ce cas-là, on va faire donc une introduction corrective d'un gène ou d'une séquence de nucléotides modifiés dans certaines cellules ou certains tissus. Alors, ce qui est important à comprendre, c'est que les récepteurs ne sont pas disponibles indéfiniment. Ils ont une durée de vie qui va dépendre de facteurs tels que les facteurs génétiques, mais également des maladies qui vont créer des anticorps contre eux, d'accord, par exemple dans le diabète. Nous allons avoir également des maladies où vont se perdre des tissus qui sont pourvus de récepteurs, Alzheimer, Parkinson, et nous allons pouvoir observer également des altérations de l'affinité des récepteurs par mutation. Alors, ces récepteurs peuvent être régulés en nombre de phénomènes avec une diminution en produisant une tolérance. Alors la tolérance, c'est quand les récepteurs ne réagissent plus de la même façon au principe actif. Les récepteurs diminuent, donc on augmente l'administration du principe actif pour obtenir le même effet. Première caractéristique.
Deuxième caractéristique, par rapport à cette régulation en nombre, c'est que les récepteurs peuvent augmenter en produisant un effet rebond. L'effet rebond et ce phénomène de rebond l'effet rebond ou phénomène de rebond, est l'apparition ou la réapparition de symptômes qui étaient absents ou contrôlés pendant un traitement médicamenteux, mais qui réapparaissent lorsque ce traitement est arrêté ou que la dose est réduite. Alors le degré d'occupation des récepteurs dépend de la concentration, bien sûr, du médicament, c'est ce que nous allons étudier un petit peu plus tard dans cette vidéo, et l'interaction est mesurée par différents paramètres pharmacodynamiques, l'affinité, la spécificité, et l'efficacité qu'on appelle également l'activité intrinsèque. Alors l'affinité, c'est cette capacité du récepteur à fixer un ligand. L'affinité régule l'occupation des récepteurs. Ensuite, la spécificité, c'est la capacité à distinguer deux molécules similaires. Et l'efficacité ou activité intrinsèque, c'est la capacité du médicament à activer le récepteur et à produire un effet. Donc maintenant, nous allons étudier la relation dose-effet, et notamment l'affinité. Donc, nous l'avons vu, le médicament fixé au récepteur produit des effets différents. Vous avez un ligand qui se fixe sur un récepteur, d'accord ? Il peut être soit agoniste, soit antagoniste. Donc vous avez le ligand ici, qui se fixe sur son récepteur. Ici, il est agoniste, il va entraîner un effet, il va l'activer, activation. Et ici, on a un antagoniste qui va l'inactiver. Et donc, il va bloquer l'activité cellulaire. Ici, vous avez un schéma, c'est la même chose. Vous avez un agoniste, un antagoniste, effet, pas d'effet. Facile à comprendre. Voilà, ici, vous avez un autre schéma, mais qui résume la même chose. Donc ici, on a un agoniste avec un second messager, comme nous avions vu, une cascade enzymatique et une réponse cellulaire. Ici, l'antagoniste, effectivement, vient bloquer le passage à cet agoniste et donc va empêcher, va inhiber le signal intracellulaire. Donc, absence de réponse cellulaire. Donc, par rapport à ça, on va parler d'agoniste entier, d'agoniste partiel, d'antagoniste, comme vous pouvez le voir ici avec ce schéma. D'accord ? Ici, on est sur le logarithme de la concentration. Ici, on est sur le pourcentage de la réponse maximale qui est ramené à 100. Je vais en parler. Donc, le médicament, en se fixant au récepteur, va produire différents effets. On va avoir un médicament agoniste pur ou entier, où l'affinité sera élevée, avec une activation intrinsèque, donc un effet qui produira un effet donc optimal. Ici, nous avons un médicament agoniste partiel avec une affinité, oui, et avec un effet intermédiaire cette fois-ci. Et ensuite, nous avons le médicament antagoniste avec une affinité sans capacité d'activation, qui va donc inhiber l'action. Donc nous allons parler du Ka, c'est ce qu'on appelle la constante d'affinité. Donc l'affinité de liaison est habituellement mesurée et signalée par cette constante. Elle permet de connaître avec quelle affinité un ligand va se fixer sur un type de récepteur. Et donc la comparaison des différentes affinités d'un ligand pour différents récepteurs va ainsi permettre de prédire le profil pharmacologique d'un nouveau ligand. Et c'est la base de la sélection des substances nouvellement synthétisées. Le médicament, en se fixant au récepteur, produira différents effets, nous l'avons vu, l'agoniste entier, l'agoniste partiel et le médicament antagoniste. Alors l'objectif principal des études ligand-récepteur est la détermination de la capacité de fixation ou l'affinité du ligand-médicament pour son récepteur. Elle est caractérisée par la concentration du ligand occupé à 50% des récepteurs. Alors, la comparaison des différentes affinités d'un ligand pour différents récepteurs va ainsi permettre de prédire le profil pharmacologique d'un nouveau ligand et de choisir en fonction de l'objectif fixé le ligand dont le profil d'affinité correspond à l'objectif fixé. C'est la base de sélection des substances nouvellement synthétisées et de ce qu'on appelle du screening pharmacologique. Alors ici, sur ce schéma, vous avez la réponse et théorie d'occupation des récepteurs. Vous pouvez constater donc une réponse proportionnelle au pourcentage des récepteurs occupés. D'accord ? Lorsque 100% des récepteurs sont occupés, on obtient la réponse maximale.
Maintenant, on va parler de cette notion d'agoniste et on parlera de la notion d'antagoniste compétitif et non compétitif. Alors, la notion d'agoniste, l'amplitude de l'effet, ici représentée avec Imax, n'est pas identique pour toutes les molécules qui se fixent sur un récepteur R. Et donc, ça me permet d'introduire la notion d'activité intrinsèque alpha. Ici, vous avez alpha égale 1, alpha inférieur à 1, alpha égale 0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, déjà, l'activité intrinsèque, c'est la capacité du ligand à produire un effet plus ou moins important en se liant au récepteur. Elle permet de définir des agonistes entiers, partiels et des antagonistes comme nous pouvons le voir. L'effet maximum de la molécule la plus active est ramené, vous le voyez, à 100. Et donc la valeur permet de définir trois types de ligands. Nous avons alpha égale 1 pour les agonistes entiers. Nous avons alpha inférieur à 1, supérieur à 0 pour les agonistes partiels. Et alpha égale 0 pour les antagonistes. Un agoniste partiel peut induire une réponse proportionnelle au nombre de récepteurs occupés, mais même en occupant tous les récepteurs, il ne peut pas atteindre l'effet maximum atteignable par un agoniste complet. Alors ici dans ce schéma, donc vous avez une réponse à 100%, vous le voyez, avec un effet complet, alpha égale 1. Ici nous avons une réponse partielle, d'accord, comprise entre 100 et 0, donc alpha égale alpha est compris entre 0 et 1. Donc on a une activité intrinsèque entre 0 et 1. Donc je répète, l'activité intrinsèque, c'est la capacité du ligand à produire un effet plus ou moins important en se liant au récepteur. Donc ça nous permet de comparer effectivement plusieurs agonistes, d'accord? Ici, l'efficacité de A est supérieure à l'efficacité de B. D'accord? On va parler un petit peu plus tard de puissance. Alors, ça me permet de parler d'antagonistes compétitifs. Donc ici, vous avez le schéma d'un antagoniste compétitif. Donc vous avez le récepteur, vous avez l'agoniste et vous avez l'antagoniste qui vient, pour vulgariser, remplacer l'agoniste. D'accord? Donc on a une interruption de l'effet ici pharmacologique. Alors, je vais déplacer ce schéma. Donc, plusieurs types d'antagonistes peuvent être définis selon les caractéristiques des courbes concentration-réponse obtenues. Ce que nous allons étudier. Alors, avant de parler de l'antagoniste compétitif, quelle est la différence entre antagoniste compétitif et non compétitif? Donc si deux molécules agissent sur le même récepteur cellulaire, comme nous l'avons vu ici, d'accord, elles agissent sur le même récepteur cellulaire. Donc si ces deux molécules agissent sur ce même récepteur cellulaire, on parle d'antagonisme ou d'antagoniste compétitif. D'accord? Donc la concentration efficace médiane, CE50, on va en parler un petit peu plus tard, sera modifiée, mais pas l'effet maximal. Si l'antagoniste agit sur un autre site de fixation, on dira qu'il est non compétitif. Et cela aura pour effet de modifier la valeur de Imax. Alors on va parler de tout ça. Donc l'antagoniste compétitif, réversible ou surmontable, il ne modifie pas la nature et la réactivité du récepteur. L'activité intrinsèque n'est pas diminuée, vous pouvez le voir ici. Vous avez l'agoniste seul, là, en bleu. Mais vous avez un déplacement des courbes vers la droite, d'accord? Avec une modification ici de CE50. Mais vous voyez que l'effet maximal n'est quant à lui pas modifié. D'accord? Donc la courbe se déplace vers la droite en fonction de la concentration de l'antagonisme et de sa puissance. D'accord? Et vous pouvez le voir, l'activité intrinsèque n'est pas diminuée. Ensuite, vous avez l'antagoniste non compétitif. Alors, lui, il va se lier au récepteur sur un autre site.
S'il existe des récepteurs de réserve dans le tissu étudié, l'antagoniste non compétitif entraîne un glissement de la courbe vers la droite aux faibles doses, puis une diminution de l'effet maximum lorsque tous les récepteurs de réserve sont occupés. Donc voilà, ici vous avez l'exemple d'un antagoniste non compétitif. Donc qu'est-ce qu'on peut observer? Donc on a un déplacement vers la droite, ouais, et on a également un déplacement vers le bas, avec des concentrations croissantes d'antagonistes. Donc on va refaire un petit récapitulatif avec ce schéma. Donc ici nous avons l'agoniste seul, nous avons l'agoniste et l'antagoniste compétitif. On a un déplacement de la courbe vers la droite, mais l'effet reste identique. Ici, nous avons l'agoniste plus l'antagoniste non compétitif, d'accord? Donc, on a un déplacement de la courbe vers la droite, mais également vers le bas. La réponse ici n'est plus la même en termes d'efficacité. Alors, on va reparler un petit peu plus précisément de ces différents paramètres pharmacodynamiques et de la liaison du médicament et du récepteur. Donc ici, c'est un autre schéma pour vous montrer. Alors, avant de passer sur la suite, on va faire un petit récapitulatif. Ici, on a un antagoniste compétitif. Donc, on a un glissement de la courbe vers la droite avec la même réponse. Okay, fixation sur le même site. On a une compétition qui se dessine. Ici, on a un antagoniste non compétitif, donc on n'a plus ce phénomène de compétition, d'accord? Et donc, on va avoir un glissement vers la droite, mais surtout vers le bas, d'accord? On a une fixation sur un site qui est différent de l'agoniste et pas de compétition. D'ailleurs, on appelle cet effet un effet allostérique. Alors, donc, les paramètres pharmacodynamiques de la liaison du médicament et du récepteur. On va parler de sélectivité, d'affinité, de puissance, d'efficacité, de tolérance pharmacodynamique. Donc, la sélectivité, c'est la capacité du médicament pour se fixer à un récepteur spécifique. Plus de sélectivité égale moins d'effets indésirables. Ça, c'est pour la sélectivité. L'affinité, nous l'avons étudié, c'est la capacité de fixation. Ensuite, vous avez la puissance. Alors, on a déjà un petit peu parlé, on va rentrer davantage dans le vif du sujet. C'est la concentration minimale de la substance pour produire un effet maximal. C'est la concentration nécessaire pour obtenir 50% des effets. On va pouvoir reconnaître deux types de puissance avec une réponse quantitative, mais également une réponse qualitative. Alors ici, vous avez CE50. Alors, je vais juste vous montrer un schéma avant de parler de tout ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que ce schéma nous dit? Je vais essayer de le placer en avant. Voilà. Donc, pour mesurer l'efficacité de l'agoniste, on utilise Imax. Ça, on en a déjà parlé. Mais pour mesurer la puissance, on utilise CE50. D'accord, tout à l'heure je vous disais, c'est la concentration nécessaire pour obtenir 50% de l'effet par rapport à la puissance. Voilà pour la puissance. Donc, c'est la concentration minimale de la substance pour produire un effet maximal, d'accord? Et on a une réponse quantitative et qualitative. Alors ici, vous avez les deux réponses. Donc la réponse quantitative, on se base par rapport au CE50, c'est la concentration en principe actif qui va induire 50% de l'effet. Ici, l'effet. Alors que la réponse qualitative, c'est la concentration en principe actif qui induit cette fois-ci l'effet chez 50% des individus. Donc ce CE50, ça caractérise la puissance d'une substance. Plus elle est faible, plus la puissance de la substance est grande. D'accord? Nous allons voir pourquoi. Alors ici, par exemple, sur cette figure, donc les substances C et D sont moins puissantes que les substances A et B. D'accord? CE50, je le répète, caractérise la puissance d'une substance et plus elle est faible, et plus la puissance de la substance est grande.
Alors on va voir un schéma comparatif, après on va faire un petit exercice. Ici vous avez une autre illustration de cette puissance. Vous pouvez voir que A est plus puissant que B, mais également plus efficace. Pourquoi ? Pas très droit tout ça, mais effectivement, A est plus efficace et est plus puissant que B. Ensuite, l'efficacité. Donc, on a longuement parlé, c'est la capacité du ligand à développer la réponse pharmacologique maximale. Plus grand sera l'effet maximal, plus sera efficace la substance. Ainsi, sur cette figure, nous l'avons vu, B est moins efficace que A. Ensuite, nous allons étudier cette figure. Et je voulais vous parler de la tolérance pharmacodynamique. Donc, la tolérance peut s'observer avec un épuisement progressif de l'efficacité. D'accord ? Les récepteurs diminuent et il faudra augmenter les doses pour avoir la même efficacité. Donc, nous allons étudier les différentes courbes. Donc, la dose du médicament, vous l'avez vu, peut être exprimée de façon arithmétique. On va retrouver deux types de courbes. On va retrouver une courbe de type parabole, ici, où ici vous avez la concentration et l'effet, ici avec la notion d'effet maximum. Et on va pouvoir également retrouver une courbe en forme de sigma 1, avec une portion centrale ici. Je vais changer de couleur. Avec une portion centrale qui est semblable à une droite, avec une pente maximale où 50% de l'effet maximal est atteint. D'accord ? Partie assimilable à une droite et dont la pente caractérise l'activité du principe actif. Alors maintenant, on va faire une comparaison de puissance et d'efficacité entre plusieurs ligands agonistes. Bon, ici vous avez la réponse. Donc on avait vu sur cette courbe qu'on peut faire un rapport de la puissance de médicaments, mais également un rapport de l'efficacité. Donc on remarque que la A est la plus puissante, d'accord ? C'est la première qui arrive à CE50. Ensuite, nous avons la B, ensuite la C et ensuite la D, d'accord ? Mais quelle est la plus efficace ? La plus efficace, c'est la D, qui est reflétée par la hauteur de la courbe. D'accord ? Plus la dose augmente et plus l'effet est important. Donc ici, plus efficace, la D. Ensuite, la B, la C et la A pour terminer. Donc voilà, c'était pour les paramètres pharmacodynamiques. Maintenant, nous allons étudier la marge thérapeutique. Donc, l'effet pharmacologique d'un médicament est lié à l'évolution des concentrations plasmatiques au cours du temps. Ça, ce schéma, nous l'avions étudié lorsque nous avions étudié la pharmacocinétique. Donc ici, vous avez la concentration, d'accord, en fonction du temps. Donc, nous pouvons voir ici qu'on a une différente marge thérapeutique. Ici, on a une marge toxique, un seuil toxique, et ici, on a un seuil de bénéfice ou un seuil thérapeutique. Et entre ces deux seuils, nous allons retrouver la zone thérapeutique, d'accord ? Puisqu'au-dessus de cet axe, le médicament va produire beaucoup d'effets indésirables et de la toxicité, et en dessous de ce seuil, le médicament ne produira pas d'effets, les effets escomptés, les effets attendus. Et donc ici est définie la zone thérapeutique. Mais on peut le représenter avec les courbes que nous avions étudiées ici, qui comparent la dose et l'effet, d'accord, avec ici l'effet à 100%, et ici vous pouvez le voir, le logarithme de la concentration du principe actif. Donc ici on a une représentation de ce seuil bénéfique, de ce seuil toxique, avec le CE, d'accord, CE50 d'efficacité, et ici le CE50, la concentration toxique. Et donc nous avons ici
notre marge thérapeutique. D'accord? Comment il l'appelle dans le précédent schéma, la zone thérapeutique. Donc ici, je me répète, risque d'inefficacité du médicament. Ici, nous avons l'intervalle thérapeutique. Et ici, nous avons le risque accru de toxicité. Alors, je voulais vous parler également de cette notion de marge étroite. Par exemple, on peut le constater dans des médicaments comme le lithium, où la zone thérapeutique, la marge thérapeutique est très très étroite, avec ici les effets bénéfiques et ici les effets indésirables, avec un risque accru de toxicité. Le problème de cette marge étroite, c'est qu'il faut bien adapter les doses, parce que sinon on est dans un risque d'inefficacité ou on est dans un risque accru de toxicité. Ces médicaments doivent faire l'objet d'un suivi thérapeutique pharmacologique, c'est-à-dire d'un suivi de leur concentration plasmatique ou sanguine. J'espère que vous l'avez bien compris ça. Et ensuite, je voulais terminer sur la toxicologie des principes actifs. Donc, pour les effets toxiques aigus, se manifestent lorsqu'une dose est administrée qu'une fois. Les effets toxiques chroniques se manifestent lors d'une exposition répétée à un principe actif. Et les effets toxiques cumulés se manifestent lors d'une exposition répétée à un principe actif qui conduit à son accumulation dans l'organisme ou lors d'une exposition à plusieurs principes actifs qui présentent la même toxicité. D'accord? Donc ça, l'effet toxique aigu, l'effet toxique chronique et l'effet toxique cumulé. Ensuite, pour terminer sur cette vidéo, je voulais vous parler de la toxicologie des principes actifs, avec notamment cette notion de dose létale 50. Alors, la dose létale 50, DL50, ou la dose létale médiane, ou concentration létale médiane, CL50, est un indicateur quantitatif de la toxicité d'une substance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est un indicateur qui va mesurer la dose de substance qui va causer la mort de 50% d'une population animale donnée, alors souvent des souris et des rats, dans des conditions d'expérimentation précises. Et donc c'est la masse de substance nécessaire pour tuer 50% des animaux dans un lot. D'accord? Donc ici je vais vous lire ce qui est marqué sur cette diapo. Donc on a une courbe en S, comme nous avons pu le voir avec les autres courbes, forme de sigma, et donc plus la dose augmente, plus la réponse augmente, soit par la sévérité de cette réponse, soit par le pourcentage des individus affectés. Et donc on fait une estimation statistique d'une dose unique de produit qui peut tuer 50% des animaux expérimentés. D'accord? Et donc on va pouvoir également comparer deux toxiques par rapport à cette dose létale médiane. Voilà les anatomistes, c'était tout pour cette vidéo. Vulgarisation de la pharmacodynamie. J'espère que je vous ai donné suffisamment de pistes, de détails pour pouvoir aborder tranquillement cette matière et pour avoir une vue d'ensemble sur la pharmacodynamie. À très vite, au revoir.